Nous sommes donc en pleine bataille économique mondiale, avec d'un côté Xi Jinping l'énigmatique et de l'autre Donald Trump, l'inénarrable président américain. La guerre commerciale que se livrent les deux superpuissances n'est pas sans conséquences. D'abord pour la Chine, la croissance de son économie en 2018 a été à son plus bas niveau depuis 1990, soit 28 ans. C'est un ralentissement qui est dû surtout à la baisse de la consommation, conséquence de la guerre commerciale avec les États-Unis. Certains économistes prévoient que ces effets vont se poursuivre en 2019. Pour autant, cette croissance en berne n'obère pas l'activisme chinois à l'égard du continent africain, bien au contraire. Le pays de Xi Jinping est au premier rang des investisseurs qui affluent dans cette véritable course à l'Afrique qui prévaut. En 2017, les échanges avec l'Afrique totalisaient près de 150 milliards d'euros pour la Chine, soit plus 233%. Pour l'Inde, c'était plus 181%, Union européenne plus 22%, même si l'Europe demeure largement le premier partenaire du continent, États-Unis plus 7%, et en 2017, rien à voir avec les 150 milliards de Chinois, les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne pesaient à peine 30 milliards d'euros. Puis il y a aussi la Turquie, la Russie, l'Indonésie. Les nouvelles puissances investissent en masse sur le continent africain. Et si coopérer reste un maître mot, imposer ces conditions devient une règle intangible. Voyons ce qu'en pense l'éminent politologue, historien et philosophe Achille Mbembe. Enseignant en Afrique du Sud, nous lui avons posé 3 questions. Comment l'Afrique peut-elle tirer son épingle du jeu? L'un des objectifs de la politique américaine en Afrique consiste à contrer l'influence chinoise que les États-Unis estiment de manière polémique négative. La Chine, en réalité, oblige les États-Unis à prendre au sérieux le continent et à libérer des sommes, des montants financiers, si effectivement ils veulent concurrencer la Chine sur le plan des affaires. Cette concurrence nous est bénéfique, à condition cependant que l'on sache opérer le passage de l'économie extractive des matières premières à un début d'industrialisation du continent. Dans ce contexte, quels sont les atouts du continent? Mais je crois qu'il faut voir les choses sur le temps long. Nos atouts sont évidents. Déjà, la dimension tout à fait colossale de notre continent, qui regorge encore de matières premières, qui héberge par ailleurs un ensemble de ressources hydrauliques, énergétiques, dont l'économie de demain a besoin. C'est également un continent qui, d'ici 2050, 2100, comptera une masse humaine parmi les plus compactes dans le monde. Et donc ces deux aspects, à la fois démographiques et de dotation en ressources indispensables pour l'économie de demain, nous placent dans une position telle que nous pouvons négocier avantageusement avec la Chine et les États-Unis. À quelles conditions l'Afrique peut-elle gagner? Mais la condition principale, c'est que l'Afrique s'ouvre à elle-même, pour commencer. On ne s'en sortira pas sans libérer les forces de circulation et de mobilité. Et de ce point de vue, donc, la signature du traité de libre échange qui a eu lieu l'an dernier est un pas important qu'il faut traduire en actes. Nous ne nous en sortirons pas avec 54 États qui pèsent très peu sur
l'échiquier mondial. Et je crois que des institutions comme la Banque africaine de développement devraient consacrer l'essentiel de leurs prêts à des initiatives dont l'objectif est de relier l'Afrique entre elles-mêmes. Et maintenant, nous passons au débat. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alioune Gueye, qui est entrepreneur, président du groupe Afrique Challenge, l'Afrique qui ose, et commissaire général d'Hub Africa. Bonjour. Bonjour. William Conchou, investisseur, directeur de Emerging Capital Partner. Bonjour. Bonjour. Et Liévin Féliot, juriste spécialisé dans les affaires publiques, PDG de Solio Public Affairs. Bonjour. Bonjour. La dernière fois que les puissances se sont affrontées dans une guerre mondiale, ça s'est terminé en 1945 et ça a conduit à un processus d'émancipation des pays africains, ce qui était finalement une retombée très positive. Là, nous avons affaire à une guerre commerciale. On ne sait pas encore ce que ça peut donner. Nous avons suivi Achille Mbembe. J'aimerais bien que vous me disiez un peu ce que ça vous inspire, Alioune Gueye. Alors, ce que j'ai retenu déjà dans son intervention, ça tient vraiment en un mot, c'est la question du temps long. Parce qu'en réalité, les problématiques qu'on vit sur notre continent relèvent justement du temps long. Éduquer, nourrir, soigner, c'est pas en 4-5 ans. Et ça contraste justement singulièrement avec la démultiplication des échéances électorales où tous les 5 ans, on a une nouvelle gouvernance, etc. Ce n'est pas que je sois contre l'alternance, hein, c'est pas cela. Mais construire une génération, transformer structurellement l'économie d'un pays, c'est quelque chose qui demande du temps. Et donc, il faut renouer effectivement avec ce temps long. Et c'est un peu l'avantage comparatif de la Chine par rapport aux États-Unis, par exemple. On oublie trop souvent que la Chine, c'est quand même 5000 ans d'histoire. Et quand on regarde, vu côté chinois, quand ils représentent la Chine, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'empire du milieu. C'est qu'elle est au centre et après, il y a les périphéries. Et aujourd'hui, la Chine, parce qu'elle est parvenue justement à transformer son économie de manière durable, elle est parvenue à sortir de la pauvreté des centaines de millions de Chinois qui aujourd'hui accèdent à la consommation, on a une vraie classe moyenne, etc. Mais après cela, le next step, c'est effectivement, je dirais, d'être une puissance régionale d'abord, mais également de s'imposer sur le plan international. Je crois que le fait qu'on ait aujourd'hui de plus en plus de fonctionnaires chinois aux Nations Unies démontre à l'envi que la Chine veut justement veut exercer ce pouvoir-là. Alors, quand même, pour bénéficier de ce temps long en Afrique, puisque là, Achille Mbembe faisait allusion au continent africain, est-ce qu'il ne faut pas aussi saisir les opportunités au moment où ça se présente? Là, on a une guerre, on a une rivalité forte et on se dit, et l'Afrique est un des enjeux. Est-ce que là, il n'y a pas une carte à jouer, là, maintenant? Tout à fait. Quelque chose que j'ai retenu de l'intervention de M. Mbembe, c'est le besoin des pays de développer leur propre stratégie pour pouvoir bénéficier du conflit actuel entre la Chine et les États-Unis. Il y a 2 messages là-dedans. La première, c'est que si la guerre économique qui existe aujourd'hui est un peu un événement, je dirais, spontané ou hors de notre contrôle et en crée une opportunité, c'est aussi important que les États développent leur propre stratégie pour pouvoir négocier avec les États-Unis comme avec la Chine et tirer ce qu'ils peuvent tirer de ces 2 partenaires économiques. Pas mal d'États aujourd'hui ont pu démontrer que en développant leur propre stratégie comme le Rwanda, ils ont été capables d'avoir une croissance économique très importante, de développer leur infrastructure et de sortir les pays de la pauvreté. Et c'est important que l'occasion de cette guerre économique permette à tous les pays de réfléchir à leur stratégie économique et de développer une stratégie économique qui permette d'optimiser au mieux leurs intérêts personnels en tant que nation et de développer leur infrastructure et créer de la richesse pour leurs concitoyens. Mais alors, c'est ça l'une des problématiques aujourd'hui, c'est-à-dire, face à cette situation, qu'est-ce que font les États?
ils développent des stratégies individuelles face à des mastodontes comme la Chine ou les États-Unis, ou alors ils se disent on va en tirer le meilleur profit, le meilleur parti si nous y allons grouper. Liévin, comment voyez-vous ça? Écoutez, je crois que, d'abord, ce que j'ai retenu de l'intervention d'Achille Mbembe, c'est d'abord l'argument de la stratégie propre, c'est vraiment absolument essentiel. Ensuite, l'argument de la démographie. C'est très important parce que ça veut dire qu'il faut que les Africains n'écoutent pas les Cassandres et qu'ils aient non seulement leur propre stratégie, mais qu'ils soient conscients de leurs propres atouts. Ça. La mode aujourd'hui, c'est de dire, en gros, la démographie africaine la démographie de l'Afrique doit être freinée. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas avoir une politique démographique, mais je dis que à moyen long terme, la démographie du continent est forcément un atout majeur. Et lui suggérer de s'en déposséder, c'est quelque part lui donner de mauvais conseils. Ensuite, je reviens sur la question de la stratégie, je crois qu'en réalité, si je devais, là pour le coup, ce n'est pas forcément ce que disait Achille Mbembe, mais je dirais que s'il y a une chose à retenir, c'est l'urgence de l'intégration. 55 États, c'est trop. C'est absolument... il y a autant d'États il y a autant de stratégies que d'États, et donc il faut nécessairement que les Africains, en ayant leur propre stratégie, mettent au premier rang de celle-ci l'intégration. Alors, nous avons des intégrations régionales qui se font de ci, de là, et donc ces espaces régionaux doivent être des outils pour pouvoir favoriser le développement économique. Comment peut se faire? L'Union africaine est-elle un partenaire efficace et valable? Moi, je crois à l'Union africaine. C'est le seul espace mondial où on a une organisation intergouvernementale continentale. C'est pas rien. Ça s'est fait en 55 ans, 55 États, ce n'est pas rien. Ceci dit, ça ne peut être un outil efficace que si la question de son financement est réglée. Il faut être sérieux. Ouais. Vous ne pouvez pas avoir une organisation financée par vos concurrents ou vos interlocuteurs et attendre qu'elle puisse mettre sur la table des prétentions qui seraient écoutées. Ça, c'est sûr, mais pour le moment, on a l'impression que la tentative de trouver des financements autonomes pour le moment a échoué. Oui, mais il faut que les Africains le veuillent. Il faut savoir d'abord donc si les Africains ont envie de ce développement. S'ils ont envie de ce développement, quelle est la stratégie qui est la leur? Ils ont commencé à avoir un début de stratégie qui est assez intéressante. Moi, je salue l'agenda 2063. 2063. La question, c'est comment on le finance. Bon, on trouvera à la limite les ressources pour le financer, mais qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner et quels accords stratégiques on est prêt à bâtir pour y arriver. Quelle est la première chose à faire? Est-ce que ça ne consiste pas à déjà définir quels sont nos atouts? Je crois que la première question, encore pour revenir sur la question du temps long, c'est qu'est-ce que l'on veut, comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir. Ce n'est pas pour faire des exercices simplement de prospective, mais je crois que c'est important de regarder quels sont les secteurs d'avenir, de regarder quelles sont les dotations factorielles dont nous avons. Voilà, c'est ça. Quels sont les secteurs et pour bien d'avenir comprendre, et vers quoi voulons-nous attirer, par exemple, des investissements? Tout à fait. Et pour bien comprendre que l'avenir a besoin de l'Afrique. Ce n'est pas seulement, je dirais, la Chine et les États-Unis. C'est qu'on a d'abord des problèmes internes. D'abord un vertige démographique, il faut répondre à cela. C'est des populations qu'il faut nourrir, c'est des populations qu'il faut soigner, qu'il faut former. Déjà, donc il y a d'abord une préoccupation intérieure. Par exemple, quand on prend un pays tel que le Congo démocratique aujourd'hui, tout le monde sait que les secteurs d'avenir ont besoin du coltan, du cobalt, du manganèse, etc. Mais on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas, je dirais, monter des clusters, monter des écoles de formation à ces métiers dans ces espaces, pour ne pas encore être une fois simplement des cibles et le sujet de la stratégie des autres. Et je crois que renouer déjà avec ça, c'est avoir une claire conscience de qu'est-ce que nous voulons faire. Il faut donc déjà des institutions de proximité qui fonctionnent. Là,
En Afrique occidentale, on en a qui marchent plus ou moins bien. L'UEMOA, ça marche relativement bien. La CEDEAO, ça va un peu. C'est un peu plus compliqué pour l'Afrique centrale. La SADC, ça marche Ça ne va aussi. pas du tout. Faut le dire. Voilà, on reste politiquement correct. Et donc, mais derrière ces groupements régionaux, c'est d'abord des pays qui ont d'abord des stratégies. Parce que là également, on a un peu cette théorie de dire, voilà, il faut d'abord bien s'insérer dans les chaînes de valeur mondiale. Ouais. Mais encore faut-il avoir quelque chose à proposer. Et il faut commencer déjà par régler des problématiques très simples, de se nourrir, d'éduquer, de former localement, d'essayer d'échanger un peu plus entre les pays. Tout le monde sait que nos pays sont extrêmement extravertis. Quasiment 80% des échanges se font avec l'extérieur et qu'il n'y a pas suffisamment, c'était le sujet tout à l'heure de Liévin, sur la question de l'intégration et de plus d'échanges économiques déjà pour qu'on consomme, on produise localement et on consomme localement et qu'on monte en termes de, je dirais, de courbe d'expérience pour ensuite justement aller conquérir des marchés à l'international. Moi, je vais prendre un exemple. Alors, par exemple, le cobalt. La RDC maîtrise à peu près 60% du marché du cobalt. Et Kabila, qui vient de quitter le pouvoir, a annoncé à un moment donné qu'il souhaitait que Kolwezi devienne la capitale de la batterie au lithium et des voitures électriques. Hein, voilà, pour transformer sur place ce cobalt. Alors, on a vu ici et là des gens supposer que la coalition qui l'a poussé hors du pouvoir, et notamment du point de vue étranger, parce que là, on a vu qu'il y avait une espèce de consensus. C'est vrai que sa propre gouvernance était catastrophique, mais il y avait, ça l'était déjà avant, mais cette fois-ci, on a vu qu'il y avait un grand intérêt à le dégager. Certains ont vu en ça un peu une espèce des représailles, parce qu'ils voulaient, il évoquait cette possibilité de transformer le cobalt sur place. Et je me fais toujours l'avocat du diable, on mettait en contre-exemple le cas de l'Argentine, d'autres pays d'Amérique latine. Le Chili. Voilà. Et qui contrôle aussi, je crois, un autre minerai. Je crois que c'est le lithium. Et qui ont forcé la Chine à venir fabriquer des piles électriques, des batteries électriques pour les voitures électriques là-bas. Alors pourquoi ça ne se fait pas en Afrique? Est-ce que ce moment de tension, de guerre, de rivalité ne devrait pas donner un autre levier de négociation aux pays africains? Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, si vous prenez le cas de la RDC, il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'électricité. Ce sont des facteurs de production très importants qui pourraient amener dans un futur sûrement lointain la RDC à être un centre de production compétitif pour les industries liées à la batterie. Aujourd'hui, ce qui est immédiat et ce qui est important, c'est de regarder où se trouve la population et d'essayer déjà de mettre en place les facteurs de production qui permettent de servir un marché de 90 millions d'habitants. Un marché de 90 millions d'habitants, ça veut dire que vous pouvez avoir de l'agriculture, vous pouvez avoir des industries dans le secteur agroalimentaire qui vont permettre de donner un travail à toute la population et qui vont permettre d'industrialiser, de commencer à industrialiser le pays, de commencer à financer les infrastructures, de commencer à financer les écoles, de commencer à financer la santé. Et aujourd'hui, c'est ça qui est extrêmement important pour la RDC. Vous regardez le Rwanda qui est juste à côté, ils n'ont pas de gisement de cobalt, mais ils ont réussi à le faire. Ils ont réussi à le faire. Ils ont le cobalt de la RDC. Voilà, mais disons que c'est pas là-dessus qu'ils ont assis leur développement. Ils ont assis leur développement sur le fait que l'État a, à un moment donné, réfléchi à quel était le besoin en termes d'infrastructure, quel était le besoin en termes de priorité. Et aujourd'hui, je dirais que la priorité numéro une des nouveaux dirigeants devrait être de voir comment est-ce que vous êtes capable d'attirer de l'investissement dans votre pays. Que cet investissement vienne des Chinois, qui vienne des Américains, qui vienne de toute autre personne qui a envie de mettre son capital dans le pays et de développer les infrastructures et les filières dont vous avez besoin. Et c'est ça qui est important aujourd'hui.
Il y a toujours cette velléité on entend souvent des États qui veulent avoir une raffinerie parce qu'ils veulent pouvoir développer leur pétrole. C'est pas pour autant que ça va donner du travail à la population. Donc c'est vraiment important en termes de stratégie, de créer des États qui individuellement ont une politique qui est sensée, qui leur permet d'être forts, de se développer, et en étant forts en ce développement, ça a un effet positif sur le voisin. Un peu comme en Europe, c'est avec chacun des États qui observent une discipline importante que, au niveau de la région, au niveau du continent de manière globale, on va devenir beaucoup plus fort et qu'on sera capable d'avoir des échanges qui sont beaucoup plus bénéfiques parce qu'on travaille avec des gens avec qui on a un intérêt géographique et stratégique à moyen et long terme, de co-développement. Et c'est vraiment comme ça que le continent pourra... D'accord, co-développement, mais est-ce qu'on ne peut pas contraindre certains pays à faire des transferts de technologie comme a réussi la Chine? Oui, mais aujourd'hui, ce qui est important pour la RDC, c'est pas de transférer la technologie pour la batterie, Peut-être pas ça, mais pour le construire, reste. mais pour Même si. l'agroalimentaire, pour l'agriculture. Oui, ça c'est important. Donc c'est important de mettre l'accent. Et si on doit, je dirais, demander des comptes à nos dirigeants, c'est important de demander des comptes pour les initiatives qui participent au vrai développement de la société et qui vont être capables de donner de l'emploi à toute la population plutôt que de permettre à certains de s'enrichir sur quelque chose qui, in fine, ne va pas bénéficier à toute la population. Alors, Liévin, est-ce que finalement notre débat est à côté de la plaque dans la mesure où on n'a pas vraiment besoin de financement extérieur et que il y a pas mal de... et qu'on n'a pas à attendre que les éléphants s'ébrouent dans le pré et qu'on a des possibilités localement. Non, je ne dirais pas ça. Où c'est qu'on peut trouver l'argent? Je ne dirais pas ça, parce que ce qui vient d'être dit, en fait, on est passé de la question de la stratégie à la question de la méthode. A raison. En réalité, les problèmes sont nombreux. Il faut les identifier par priorité. Je disais tantôt que la priorité numéro 1, c'était l'intégration. C'est-à-dire, en tout cas, une fusion des États, parce que là, ce n'est pas gérable du tout. La deuxième chose, c'est, sur la question de la méthode, quels sont les besoins? Les besoins sont, en termes de chiffres, je crois que c'est la CNUSED qui disait il y a 1 ou 2 ans, que les besoins de l'Afrique pour atteindre les ODD, les objectifs de développement durable, sont de 600 milliards de dollars par an. Donc, on peut hurler à la mort parce que la Chine prête à l'Afrique et qu'elle est aujourd'hui à quasiment 100 milliards. Enfin, bon, franchement, c'est pas ça le sujet. Mais oui, en fait, est-ce que l'endettement était un vrai problème? L'endettement est un les problème. États-Unis sont très endettés aussi vis-à-vis Oui, de la Chine. l'endettement. Mais on a l'air de la trouver catastrophique quand il s'agit d'Afrique, la question, qui a besoin d'investir aussi. Comment vous vous endettez et pourquoi faire? Oui, c'est sûr, c'est toujours. Quelle est la traçabilité? Quelle est l'affectation de la dette? Et quand vous êtes un continent qui a qui a des problèmes considérables en matière d'éducation, qui a 82% de la population n'a pas de protection sociale, vous avez des problèmes de santé publique, etc. Bon, vous êtes obligé quand même de prioriser et de vous dire que la pauvreté, est un objectif central. Mais pour atteindre l'objectif qui est de lutter contre la pauvreté, vous devez trouver de l'argent. Et pour trouver cet argent, dont vous avez donc désormais une idée, disons, soit vous vous endettez auprès de ceux qui feront de vous comment on va dire ça? Leurs obligés. Naturellement, leurs vassaux. Leurs états clients. Soit vous vous endettez auprès d'autres acteurs qui, dans tous les cas, exerceront aussi une pression sur vous. Et là, une des solutions, parce que vous avez dit tout à l'heure que l'idée c'était d'apporter des solutions, se pose la question de la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora, c'est un peu plus de 65 milliards de dollars d'envois qui sont déjà une réalité. Et personne ne parle de l'épargne de la diaspora. Le Nigeria a fait un diaspora bond, je crois que c'était l'année dernière,
a levé, je crois, 300 millions de dollars, de façon pas très compliquée. Et donc, la diaspora constitue une ressource absolument majeure en termes de financement. Songez que, à la fin de l'année dernière, la BAD a organisé un forum sur les investissements en Afrique du Sud. La diaspora, personne n'en parle. On ne parle que des acteurs occidentaux, C'est ça, c'est de une la Chine, ressource etc. ignorée. C'est Une une ressource Oui, mais ignorée. est-ce que c'est si ignoré? C'est peut-être volontairement ignoré, mais en tout état de cause, il faut que les Africains, en tout cas les dirigeants africains, intègrent l'idée que la diaspora africaine dans le monde peut être un relais, mais pour mobiliser ces ressources, naturellement, il faut des conditions. Mais... Et c'est clair. Alors, ce sera le mot de la fin pour chacun, dont la Chine, les États-Unis, bagarre commerciale. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire comme, je dirais, ce qu'il faut retenir ou un point important par rapport à ce sujet, juste au moment de clore le débat? Alioune? Moi, le premier point, c'est déjà d'avoir une stratégie qui soit claire. Stratégie. Les secteurs dans lesquels on veut investir, Voilà, les secteurs. l'argent ne manque pas. Voilà. Mais quand la Les fonds stratégie sont là. est claire, donc je pense que les différents acteurs nationaux ou internationaux viendront investir, mais en ayant clairement en tête d'avoir une approche qui est une approche d'écosystème. Tout à l'heure, vous évoquez le cas du Congo démocratique. C'est pas de mettre des investissements complètement isolés, sans intégration les unes les autres. Quand on regarde aujourd'hui le développement de l'industrie automobile, ça a été à Kaduna. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui ça marche au Maroc? C'est une approche d'écosystème. Et je crois que ça, c'est un des points qui est important, d'avoir une Créer approche des holistique des écosystèmes. secteurs. Tout à fait. Voilà. Créer des filières aussi, peut-être. William? Moi, je pense que c'est important aujourd'hui que les États africains et les populations africaines apprennent de la Chine. Il y a 40 ans, la Chine était un pays où le PNB par habitant était pratiquement le même que celui de l'Afrique. Et aujourd'hui, la Chine, on en est à parler d'un débat où la genèse de notre débat, c'est la concurrence entre la Chine et les États-Unis. Absolument. Ouais. Ce qui est important de voir à travers ce développement, c'est le fait, et je reviens à ce que disait Alioune, que la Chine a su centrer son développement par rapport à son besoin. Aujourd'hui, le premier atout de la Chine, c'est le fait d'avoir un marché intérieur qui est un marché intérieur puissant et qui intéresse suffisamment tous les pays, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, et qui leur a permis de leur donner un atout en termes de négociation pour effectuer ce transfert, et ce transfert de technologie, ce transfert de savoir-faire. Apprendre de la Chine, c'est aussi l'intégration. C'est une nation, alors que l'Afrique en a 54. C'est bien l'un des soucis que nous avons et qu'a exprimé Liévin. Moi, je dirais que la priorité, ce serait quand même, s'il y a une chose qui serait fondamentale, c'est la confiance en soi. Et que les Africains, en tout cas, pour travailler sur ces sujets, quand même, ont un vrai déficit de confiance en eux. Alors évidemment, c'est à des degrés divers, soit vous êtes francophone, anglophone, que vous avez été colonisé, pas colonisé, etc. Enfin bon, il y a un vrai sujet en termes de confiance en soi, et ça commence pratiquement par une capacité à se doter d'outils propres pour se penser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez Afrique, vous êtes obligé de vous référer à des rapports qui ne sont jamais des rapports africains. Jamais. Alors, il y a eu, il y a quelques mois, le RASA, le rapport alternatif sur l'Afrique, qui est sorti. Personne n'en a parlé d'ailleurs. C'est un élément très important parce qu'il est essentiel d'avoir une idée de ce que les Africains pensent d'eux-mêmes. Alors après, il faut en faire quelque chose d'un peu exécutif. Mais enfin bon, s'il y a une chose sur laquelle j'insisterai, c'est cette confiance en soi, et donc à produire, à avoir des outils qui soient propres, et donc à se mettre en capacité de se penser soi-même, et donc de penser l'avenir pour soi. Voilà, merci. Nous allons arrêter là ce débat. Je crois qu'on a dégagé quelques pistes intéressantes. On aura sans doute l'occasion de revenir sur plusieurs des aspects qui ont été évoqués aujourd'hui. Merci à tous les trois
notre émission continue.